antipop.fr. La pop culture jusqu'au bout des ondes. Toutes portes ouvertes en plein courant d'air. Je suis une maison vide, sans toi. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Apéro Ciné. Un numéro hors série, pour conclure en apothéose cette deuxième saison de l'émission, où je vais vous emmener dans un des lieux mythiques du cinéma. Sans elle, nos cœurs sont des maisons vides. Sans elle, nos cinéphilies ne seraient pas nées ou ne se seraient pas entretenues. Sans elle, tant de merveilleux souvenirs se seraient envolés au travers de la porte du grand vide qu'elle nous aurait laissé. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de ceux qui font d'elle des refuges et des extases. Sans elles, les salles de cinéma, c'est tout un pan de nos passions, tout un pan d'émotions qui ne pourrait exister. Je vous propose donc aujourd'hui un voyage au cœur du cinéma Arvor, mythique salle rennaise. Je vous propose de partir avec moi à la rencontre de ceux qui font vivre le cinéma d'art et d'essai et qui nous permettent, dans l'ombre, de faire briller les vitrines d'un art qui n'en mérite pas moins. Mais en préambule, alors que je me rends au cinéma Arvor, je vous laisse en compagnie de Charlotte pour découvrir ce qui fait de cet endroit un lieu unique de la cinéphilie rennaise. Nous sommes en 1922. Alors que le cinématographe, nouvel art qui agite les foules populaires, est en plein essor, Jean Janvier, le maire de Rennes, signe le 24 février un arrêté qui autorise la paroisse à organiser des représentations à la salle du patronage Saint-Hélier, située boulevard Laënnec. S'il ne porte pas encore le nom d'Arvor, c'est bien il y a 100 ans que l'on trouve les premières fondations de ce qui va devenir une institution de la ville. Pendant plusieurs décennies, la communauté cléricale, avec le soutien de la FACO, Fédération des associations des cinémas de l'Ouest, devenue après la guerre GASFO, propose à 430 Rennais de découvrir dans ce qui est alors un hangar agricole de nombreux chefs-d'œuvre du cinéma parlant. C'est en 1932 que le cinéma va obtenir son premier nom, La Cigale. La salle va connaître alors une grande expansion et seule la guerre viendra ternir cet élan. Car sous les bombes en juin 1944, La Cigale s'étue. 4 ans plus tard, elle renaîtra de ses cendres près de l'église paroissiale, rue Saint-Hélier, pour un nouvel écrin de 300 places et pour un intermède enchanté jusqu'à la fermeture de la salle en 1955. Quelques mois plus tard, une nouvelle salle de 431 places voit le jour dans le quartier Laënnec-Saint-Hélier, qui sera exploitée par l'association qui gérait La Cigale. Pour l'occasion, le nom change. Place désormais au cinéma Arvor, qui veut dire bord de mer en breton. Proche de l'Espérance Saint-Hélier, l'Arvor va connaître sous l'impulsion de Jean-Yves Vervago et Jacques Frétel entre autres, une modernisation, s'affranchissant progressivement de la morale religieuse pour offrir de plus en plus de diversité. La scission aura lieu en 1981. Les bénévoles de l'Arvor Loisirs et Culture, l'association qui gère la salle, organise un cycle sur le droit à la différence, avec comme trame principale l'homosexualité, et va s'attirer les foudres de l'Église qui décide de mettre l'association à la porte. Pendant une longue année, la rupture secoue le monde médiatique et politique, dépassant même les frontières de la Bretagne. Après avoir obtenu 1 année de sursis pour l'association, la ville de Rennes achète en 1982 pour 3 millions de francs un des cinémas de la Sorédique, le Club, afin d'y installer l'Arvor dans ce qui va devenir sa mythique adresse du 29 rue d'Entrain. Désormais équipé de 2 salles et sous la direction de Patrick Frétel, frère de Jacques, et désormais directeur de l'Arvor Loisirs et Culture, ce nouvel Arvor ouvre ses portes le 5 janvier 1983. Désormais libre de programmer tous les jours de la semaine, le cinéma voit son succès perdurer à travers les années, alors même que de nombreux cinémas rennais ferment progressivement leurs portes. Membre du réseau Europe Cinéma depuis 1992, le cinéma va devenir une place forte de la cinéphilie rennaise, accueillant notamment certains festivals comme Travelling ou 7e Lune, et est aujourd'hui le dernier bastion avec le TNB du cinéma d'art et d'essai à Rennes, qui a connu près de 20 cinémas à son apogée. Mais au milieu des années 2000, l'ouverture de grands multiplexes comme le Gaumont rennais en centre-ville et la diversification des formats de diffusion
commencent à mettre en difficulté l'Arvor. Une réflexion va alors se mettre en place avec la ville pour donner un nouvel essor à ce cinéma, au cœur du projet Euro-Rennes au niveau de la gare. Après plus d'une décennie de réflexion, de projets et d'attentes, c'est finalement en mai 2021 que le cinéma Arvor ouvrit les portes de son nouveau complexe, situé rue de Châtillon, doté de 5 salles, et qui accueille exceptionnellement aujourd'hui l'apérociné pour ce podcast. Bonjour Antonin, bonjour Eric. Ravi d'être en votre compagnie pour ce podcast consacré au cinéma Arvor. Peut-être en préambule, est-ce que vous pourriez vous présenter à nos auditeurs et nos auditrices ? Moi, je suis donc Antonin et je bosse au cinéma Arvor. Je suis un peu multifonction, je couteau suisse du cinéma Arvor, comme j'aime bien m'appeler. Je suis responsable billetterie, je suis à la communication et puis je suis à la programmation, surtout sur les séances, et exclusivement même sur des séances événementielles, principalement centrées autour du cinéma de patrimoine, notamment les films du dimanche soir et puis d'autres cases de programmation que j'ai lancées. Et je suis par ailleurs animateur de l'émission Le Cinéma est mort. Alors, je m'appelle Eric Gouzanette, j'ai 60 ans, je vis à Rennes depuis les années 80, puisque je suis venu ici pour mes études de sociologie, donc je suis originaire des Côtes d'Armor, et la passion du cinéma. Je l'ai connu au plus jeune, dans une MJC, un cinéma itinérant, ensuite au lycée à Guingamp. Et arrivé à Rennes, donc c'est la découverte de tous les cinémas, de toutes les cinématographies aussi, parce que Guingamp, on n'avait pas forcément beaucoup de choix. Puis à l'époque, la télé, c'était aussi restreint, donc ici on arrive, et puis plein d'écrans, plein de salles, et notamment l'Arvor. Donc mes études, je fais un service civil comme objecteur de conscience à Rennes 2 et je rencontre le ciné-club de littérature avec lequel son principal animateur, Hussam Mehdi, nous créons l'association Clair-Obscur pour le premier festival de cinéma de Rennes Travelling, auquel j'ai donc participé et dirigé pendant 25 ans, que j'ai quitté pour assurer une formation de direction d'exploitation à la FEMIS, et à cette issue, je suis rentré au cinéma de l'Arvor comme salarié, coordinateur dans un premier temps, et aujourd'hui je suis directeur. Alors, peut-être question pour entamer un peu la conversation. C'est quoi, pour vous, une journée type au cinéma Arvor ? Alors une journée type, ça dépend parce que vu comme je te le disais, moi je suis un peu multifonction et parce que je suis aussi caissier, tout simplement. Moi j'ai commencé à l'Arvor en tant que caissier, j'ai aussi été opérateur, j'ai arrêté de faire de la cabine, comme on dit, pas de la projection. Mais donc une journée type, vu que maintenant j'ai beaucoup plus d'heures en administration, on va dire, que d'heures de caisse, la journée type en termes d'administration, c'est assez changeant, c'est-à-dire que par exemple le grand moment de la semaine c'est plutôt le lundi-mardi, c'est là où se cale la programmation hebdomadaire, et moi à partir de là je maquette le programme papier, je crée les visuels des différents événements à venir, et je tuile tous les différents responsables, que ce soit la cabine, que ce soit les différents tenanciers de différents réseaux sociaux avec les visuels adéquat pour que toute la communication passe. Ça c'est la journée type du début de semaine, et puis sinon c'est vraiment plutôt de la gestion de partenariat pour monter des séances et imaginer des séances, voilà, c'est un peu ça. Alors des journées type, est-ce qu'il y en a ? Oui, pour moi, personnellement, mon point central c'est quand même la programmation, l'organisation des séances. On travaille avec une société extérieure. Je ne suis pas programmateur. Pour programmer un cinéma, et vous avez 3 possibilités. Vous avez le programmateur à domicile, c'était le cas auparavant, avant mon arrivée. Vous avez un prestataire extérieur qui assure la programmation. Et puis les groupes, comme le Gaumont, qui ont un siège et qui ont une équipe qui assure la programmation dans l'ensemble du réseau. Ça a été le choix de l'association de s'appuyer sur ce partenaire extérieur qui s'appelle donc la Ciné-Diffusion, qui lui est en lien avec les distributeurs, c'est la négociation, le nombre de séances, obtenir les films, la durée d'exploitation, et moi je suis quand même à l'écoute en relation étroite avec l'équipe de programmation représentée par une personne, Marie Cona, sur les choix, sur mes envies, sur mes souhaits, et puis que j'exprime régulièrement.
Je me déplace aussi dans des prévisionnements ou au Festival de Cannes. Et puis toute la politique d'animation, j'en suis aussi l'opérateur, donc soit les avant-premières, mais aussi les ciné-débats, l'organisation des séances jeunes publics. Et puis j'ai confié aussi, délégué aussi toute la partie patrimoniale, je dirais, à Antonin Moreau, qui est donc lui au départ un agent d'accueil billetterie. Comme le jeune public aussi, j'ai confié à Servan Joukla, qui est aussi une collègue de la billetterie. Et puis on a aussi, ça c'est l'arrivée ici qui a nécessité une réorganisation. Et j'ai aussi Pierre Girard qui s'occupe de tout ce qui est partie scolaire, dispositif d'éducation à l'image. Donc ça c'est pas ma journée, comme je l'ai dit. Donc c'est aussi de la coordination, je dirais. Après c'est répondre aussi bien aux demandes aussi extérieures qu'on a nombreuses de films, de débats, de distributeurs, de producteurs, de réalisateurs, d'associations. Elles sont nombreuses, ça peut être des demandes téléphoniques, mails ou réseaux sociaux. C'est aussi, on a une communication partagée, donc Antonin est sur le site, sur Facebook, et puis notre collègue Astrid est sur Twitter et la newsletter, et moi je fais Instagram, donc j'ai aussi envoyé un post par jour, essayer toujours. Donc c'est aussi coordonner, écouter aussi le public, et être en relation avec le public, avec les partenaires. J'ai pas de journée vraiment type. Je peux travailler aussi bien à l'extérieur que sur site, puis aussi répondre aussi à des attentes parce qu'on est sollicité par des entreprises aussi qui veulent louer, donc c'est faire des devis. Il y a une partie administrative aussi dans mes différentes tâches. Le cinéma Arvor a une étiquette de cinéma d'art et d'essai. Qu'est-ce que c'est que le cinéma d'art et d'essai et quelle place a l'Arvor dans ce réseau art et essai et dans le monde du cinéma en général? Écoute, de toute façon, ça c'est une très vaste question. C'est-à-dire que pour moi, l'art et essai, pour bien comprendre ce que c'est l'art et essai, il faut l'envisager comme une catégorie strictement économique. C'est-à-dire que l'art et essai, historiquement, c'est la sortie de la guerre, quand il y a eu plein de cinémas étrangers, c'est-à-dire extérieurs au cinéma italien, américain, français, qui sont arrivés en France. D'ailleurs, certaines salles se sont dit il va falloir qu'on fasse découvrir le cinéma japonais, le cinéma iranien. Ils ont commencé à passer des films, ils se sont constitués en association et ça a donné l'AFCAI. Ça a été assez vite soutenu par des pouvoirs publics, en l'occurrence le Centre national de la cinématographie, qui a décidé d'aider ces salles-là, qui faisaient un travail de fond sur le long terme et difficile commercialement, de leur donner des subventions qui leur permettaient de survivre économiquement par rapport à leur travail sur le long terme qu'ils faisaient, contrairement à d'autres cinémas qui, eux, proposaient des films qui étaient des films, moi ce que j'appelle les films majoritaires, c'est-à-dire des films qui ont déjà une identité bien précise, qui sont bien identifiés par le public. Donc l'art et essai, voilà, c'est de là que ça vient. C'est pour ça que moi je dis toujours c'est une catégorie économique, dans le sens où ça serait pour moi une erreur de dire un cinéma d'art et essai est forcément mieux qu'un cinéma généraliste et économique. Pour moi, qui vient d'une cinéphilie assez basée aussi sur le blockbuster ou le cinéma américain, clairement ce ne sont pas des films art et essai, parce qu'ils ne sont pas labellisés art et essai. Mais par contre, il y a dans ces films-là des films d'auteur. Enfin, moi, je grandis avec Verhoeven, avec des McTiernan ou avec des Spielberg. Pour moi, qui vient aussi d'une cinéphilie classique basée sur la lecture de magazines tels les Cahiers ou même Première ou Mad Movies, qui fonctionnent tous suivant un peu la politique des auteurs telle que définie par la Nouvelle Vague, c'est-à-dire c'est le réalisateur, l'auteur du film. Bon. Là, moi, ces films-là, c'était clairement les films de Spielberg, les films de Verhoeven, c'était des films d'auteur, mais non labellisés RSC. Starship Troopers, moi, quand je vais voir ça, je me dis, je vois un film d'auteur. Évidemment, c'est pas labellisé RSC. Donc, l'intérêt de l'Arvor, qui est un cinéma donc d'art et essai, c'est donc de pouvoir proposer des films qui ne sont pas identifiés par un très large public. Parmi ces films-là, il y a deux sous-catégories. C'est que effectivement, si on passe un film de Ken Loach, d'Almodovar, Moretti, Guédiguian, les frères Dardenne, Koreeda, maintenant dans les nouveaux Ryotsuke Hamaguchi, on est dans des auteurs qui commencent à avoir une notoriété relativement importante. Ils n'ont pas la notoriété
on va dire de Spielberg et tout ça, mais ça devient des auteurs qui sont bankable pour l'art et essai. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que voilà, le Gaumont les va prendre bientôt, en tout cas les films d'Hamaguchi, il les prendra sûrement bientôt aussi. Tout comme il prend les Ken Loach, les Almodovar depuis 15 ans. Ça, c'est cette première catégorie, c'est ces films-là que nous, on a fait, que les cinémas d'art et essai ont fait éclore ces auteurs-là. C'est-à-dire que les premiers films de Moretti, les premiers films d'Almodovar, les premiers films de Koreeda, ils marchaient pas trop. C'est parce qu'il y a eu un grand circuit, il y a les festivals qui comptent, il y a la critique qui compte, mais c'est parce qu'on a en France un tissu de salles d'art et essai assez important que ces gens-là ont pu acquérir peu à peu une notoriété qui les a fait sortir de la deuxième catégorie, et cette deuxième catégorie serait justement ces films qui ne sont certes soutenus par la critique, certes ont eu un petit trajet en festival, mais qui ne sont pas vraiment beaucoup identifiés par le public, et qui par conséquent en salle nous sont des films sur lesquels on perd de l'argent. Enfin, on les propose, c'est notre cœur de métier, j'ai envie de dire, mais économiquement ce n'est pas viable. On les passe à 1-2 séances par jour, on va faire 20-30 spectateurs, ça s'est en plus accéléré un petit peu ça a un peu décru en plus le monde que ces films-là attiraient, mais en tout cas c'est notre cœur de métier de continuer à les proposer, parce que nous on travaille sur le long terme, et que parmi tous les films-là, qui est la majorité de notre programmation, qui va pas faire de succès économique, et se nichent les auteurs qui vont compter de demain. C'est aussi toute l'ingratitude aussi depuis 15 ans des cinémas d'art et essai, c'est que le travail de la petite graine qu'on a fait pousser peu à peu, par exemple je prends Koreeda en passant tous ces films les uns après les autres, et bon, on voit la fréquentation, le public qui augmente peu à peu. À partir de mon Koreeda la Palme d'Or, qu'est-ce qui se passe? Gaumont prend une copie. Là je prends le cas de Rennes, mais c'est pareil dans tous les cinémas de France, et les grands circuits prennent une copie, et du coup on ne peut pas vraiment récolter les fruits de l'arbre qui a grandi, les fruits économiques, je veux dire. Ça c'est une des difficultés depuis on va dire une vingtaine d'années, quoi. Bon, voilà un petit peu l'idée. Donc un cinéma d'art essai dans l'intérêt de toute façon, c'est ça, c'est de pouvoir, c'est un peu la même, ce que je disais aussi sur une case de programmation, c'est à la fois de pouvoir vivre de notre fréquentation, de notre billetterie avec les auteurs déjà consacrés, et pour pouvoir continuer à proposer une diversité de tout le cinéma dans toute sa variété, que ce soit en termes d'esthétique différente, d'origine différente. Alors, le cinéma Arvor, c'est avant tout une marque, donc qui a été créée fin 60, début 70, qui a commencé par un écran et passé 2 écrans en 1983 à son arrivée aux rues d'Entrain. Et aujourd'hui, c'est Arvor 1.3 avec cette arrivée ici près de la gare, 5 écrans. Il a toujours tracé son chemin, son sillon dans le cinéma d'auteur, ouvert sur le monde, c'est un cinéma sans frontières, un cinéma toujours en version originale, et qui questionne, qui interroge, qui fait réfléchir, mais aussi distraire, bien sûr, qui a aussi essentiellement un regard sur le présent, puisque l'objectif principal c'est de proposer des films en sortie nationale régulièrement, toutes les semaines, mais aussi des clins d'œil sur le passé à travers des projections patrimoniales, occasionnelles, événementielles. Donc voilà, sur Rennes, je dis, quand je suis arrivé, il y avait une vingtaine de salles. Maintenant, il n'y en a plus que 3. Donc, on est resté. Enfin, l'Arvor est resté. Je n'ai pas contribué à ça, à son existence depuis ses débuts. Mais l'Arvor est toujours là. L'Arvor a été vu par aussi des Bretons qui sont venus comme moi faire leurs études. Donc, on passait du temps dans cette salle. Ensuite, voilà, qui a marqué aussi la cinématographie régionale. Rennes, surtout dans les années 90 et encore 2000, on venait tout de la Bretagne, un peu moins maintenant parce que vous avez des pôles universitaires dans toutes les grandes villes bretonnes, mais on y venait, et donc pour s'instruire, mais aussi pour se divertir, et l'Arvor restait pour les cinéphiles, les amoureux peut-être d'un cinéma complémentaire avec le cinéma généraliste qu'on pouvait trouver au Cinéville Colombier et toujours au Gaumont aujourd'hui. Donc restait un peu la porte d'entrée, avec le TNB aussi, qui lui avait un peu tôt un regard sur le passé quand je suis arrivé, qui maintenant fait aussi des sorties nationales.
Donc voilà, c'est un, je dirais, un des cinémas, je dirais, au-delà de la Bretagne, qui est en France, qu'on retrouve dans plusieurs villes, comme à Lyon, je pense au Comédia, ou à Toulouse, vous avez l'ABC, l'Utopia, à Lille, le Majestic, à Strasbourg, le Star, à Metz, le Club, et à Rennes, donc, je dirais, l'Arvor, et quand même le TNB. Alors, le cinéma Arvor a récemment déménagé, rue de Châtillon, comme on a pu le voir en préambule. Quels ont été les enjeux de ce déménagement et quel regard portez-vous sur ce dernier ? Bah écoutez, après avoir ouvert en 1983, au fil des années, il a renforcé son offre, il a renforcé aussi, développé son public, développé aussi son équipe de professionnels, les bénévoles dans un premier temps, bien ensuite on a vu aussi une équipe professionnelle avec des postes techniques, agents d'accueil, billetterie, projectionniste. Il a aussi développé son offre en termes de cinéma et puis de public. Il s'avérait que le cinéma, enfin l'association dirigée par son président Patrick Frettel souhaitait se développer. Dans un premier temps, il y a une étude qui a été faite sur la rue d'Entrain. Il s'avérait que c'était pas possible, donc ils se sont tournés vers la collectivité pour mener un projet à bien, pour développer son offre, toujours dans cette perspective. Ça fait partie un peu de l'histoire de l'Arvor. Je sais pas s'il y aura un Arvor 1.4 avec 20 salles, mais toujours est-il que voilà, c'était pour répondre avant tout à une demande des distributeurs. Il y a beaucoup de films qui sortent sur le marché, et puis aussi une attente du public. On entendait aussi souvent tous les films ne viennent pas à Rennes, même encore aujourd'hui, malgré l'offre qui s'est développée, il y a encore des films qui n'arrivent pas. Voilà un peu les enjeux de ce nouvel Arvor, et puis un établissement vieillissant aussi, qu'on n'avait pas forcément, que l'association n'avait pas forcément entretenu, notamment dans les dernières années, sachant qu'il y avait ce déplacement, ce transfert. Donc ici c'est tout neuf, tout beau, les conditions sont quand même de projection optimum, et avec une situation aussi géographique aussi intéressante que l'était peut-être rue d'Entrain. Bah moi de toute façon, ça fait le déménagement de l'Arvor, c'est un très vieux projet, parce que moi ça fait 18 ans que je suis à l'Arvor, et depuis 18 ans il y a le désir de l'Arvor de déménager pour augmenter le nombre de salles. Ça c'est pourquoi c'est aussi dû au fait que les entrées baissant, vu qu'on partage maintenant les fruits, comme je disais tout à l'heure, les recettes avec les grands circuits, les Gaumont et compagnie. Donc il fallait, pour pouvoir survivre, avoir les épaules et puis proposer plus de films, faire plus d'entrées. Moi personnellement, je suis hyper content, d'avoir 5 écrans, et ça permet effectivement de proposer davantage de diversité. Moi j'ai envie de dire, en tout cas, l'élargissement à 5 salles, c'est un élargissement de la RSA, c'est-à-dire, mais un élargissement dans les deux sens. Moi ça c'est ma vision propre, c'est-à-dire que à la fois ça permet d'aller dans des choses beaucoup plus spécifiques, de proposer, de mieux exposer des films beaucoup plus spécifiques, c'est-à-dire ces fameux films sur lesquels on perd nécessairement un peu d'argent en les proposant, et aussi, j'imagine, d'aller aussi d'élargir la RSA sur des films qui ne sont pas forcément typiquement labellisés RSA. Je prends des exemples, on a passé Dune, on a passé West Side Story, on va passer The Northman, voilà, on est dans des films là qui sont des films à économie relativement conséquente, quoi. On a Spielberg, on a Dune de Denis Villeneuve, voilà, on est presque dans du limite du blockbuster, mais typiquement on est dans du blockbuster d'auteur. Enfin, quoi qu'on pense des films, voilà, ce sont des blockbusters qui ont vraiment une marque d'auteur. Nous, pour moi, de façon même en question d'existence, de subsistance économique aussi, il est hyper important qu'on fasse comprendre que notre ligne éditoriale elle reste identique, mais qu'elle s'élargit à la fois dans les choses spécifiques qui font ici l'identité la raison d'être d'un cinéma d'RSA, mais à la fois on va aller explorer le cinéma, non pas d'RSA, mais le cinéma dans ce qu'il a de plus dans le cinéma d'auteur, aussi dans des propositions qui sont plus majoritaires, quoi, dans des films beaucoup plus a priori grand public. Peut-être la question un peu délicate, mais qui me semblait moins important d'aborder. Comment se décide au cinéma Arvor le prix d'un billet ?
Bonne question. La tarification est en fait assurée par le conseil d'administration. Donc l'association, le statut du cinéma est associatif. Donc une conseil d'administration avec son président Patrick Fettel et ses membres. Il y en a 9. Et donc voilà, chaque année, il y a une discussion, un point à l'ordre du jour sur la tarification. Et donc il a été évoqué et une augmentation, je dirais, sensible sur certains tarifs, donc comme l'un tarif, comme le tarif réduit, comme le tarif étudiant, qui est évoqué, mais c'est tous les 2 ou 3 ans, de façon à suivre aussi le coût de la vie, l'inflation. On est dans des tarifs raisonnables, je pense. Il y a eu aussi des modifications aussi par rapport au déménagement, puisqu'on a abandonné les fameux carnets papier pour passer à des cartes magnétiques, où la gestion est plus souple. On a initié aussi une carte avantage à 15 euros, mais qui permet aussi à toute personne d'aller à 6 euros pour toutes les séances. Alors c'est vrai que on entend régulièrement sur les réseaux parler du prix des billets de cinéma. Je rappelle en préambule que le rapport 2020 du CNC concernant le prix d'un billet de cinéma donnait un prix moyen à 6,63 €. Qu'est-ce que tu penses, toi, de cette critique un peu habituelle, cette vieille rengaine que le billet de cinéma est devenu exorbitant? Je peux revenir sur le prix. Le prix est une discussion, je dirais, sans fin. On trouvera toujours trop cher. Soit notre économie repose aussi sur les recettes que nous effectuons. C'est 85% de notre budget. Donc on se fixe un prix d'entrée moyen. Il faut savoir que les personnes qui payent 9,20 € ne représentent pas l'ensemble. C'est 15 à 20% de notre clientèle. Ensuite, les étudiants, oui, c'est 7,20 €. Ils peuvent considérer que c'est peut-être cher, élevé. Cela dit, on a des soirées à 6 €. On a aussi la carte sortir qui permet aussi à des personnes avec les minima sociaux, les étudiants en font partie, donc de pouvoir aussi accéder. On aura toujours cette discussion, alors qu'il y a des produits sur lesquels ça se discute pas. Ça peut être l'abonnement téléphonique, ça peut être le verre de bière en terrasse ou la pinte de bière en terrasse. On trouvera jamais ça trop cher. Bref, un débat. Alors le cinéma Arvor a aussi fait une partie de sa réputation sur les séances spéciales qu'elle propose, avec de nombreux rendez-vous. Comment ça s'organise une séance spéciale? Quelles sont les spécificités de l'organisation de ce genre de séance? Une séance spéciale ou événementielle demande un peu plus de travail, parce que vous avez un partenaire bien souvent. Donc c'est des échanges avant la séance, de l'organisation. C'est la présence d'un invité, qui soit réalisateur, intervenant après l'échange. Donc il y a un aspect relationnel, partenarial assez important. C'est fixer le tarif, qui peut être aussi en dessous du tarif pratiqué, avec un avantage pour les adhérents de l'organisation. Ensuite, c'est une présentation, c'est aussi du vivant. On est là avant la séance, on est là après la séance, puisqu'il y a un débat, l'échange. C'est important aussi de pouvoir permettre, dans des établissements comme les nôtres, de pouvoir échanger à l'issue de la projection, de donner à voir, d'expliquer, d'avoir une analyse ou un simple échange sur le sujet du film. Donc, et de communiquer aussi, de renforcer la communication sur nos réseaux, sur le site. Donc voilà un peu et animer aussi, comme je dis, on est présent. Voilà un peu les modalités d'une soirée événementielle. Ça dépend un peu desquels, en fait. L'idée, c'est là le rendez-vous qui est bien installé depuis 4 ans, c'est le film de dimanche soir. Bon, là on est dans un truc qui est un petit peu rodé, donc c'est juste histoire de délimiter un peu. Enfin, on a une liste de films et tout ça qu'on aimerait bien passer dans l'existence du film dimanche soir, et voilà, on se cale sur un film. Donc là, après, j'ai envie de dire, ça roule, quoi. Enfin, nous, c'est présentation. Nous, ce qui va se faire, c'est bosser un peu la présentation un peu en amont de
de la séance à proprement dite. Après, pour les autres séances, là, je vois la dernière fois, on lançait Monumental, qui est un nouveau rendez-vous qui va être consacré à des films un peu de ce que j'appelle un peu les films fresques, hein, donc les grands formats, grande durée, sujet historique souvent. Voilà, on a commencé par Laurence d'Arabie. Comment ça se fait moi, ce en quoi je crois, voilà, c'est à ces cases de programmation. C'est-à-dire que voilà, c'est-à-dire que le film dimanche soir, le principe, c'est qu'on peut attirer des gens, par exemple, en masse, on le sait bien, en faisant, par exemple, Piège de cristal ou Fight Club. L'idée, c'est que dans la même ligne éditoriale, on peut leur programmer après derrière Rio Bravo ou Les Apprentis, et s'ils ont aimé le Piège de cristal, et s'ils suivent un peu la programmation, ils vont pouvoir aller sur des propositions qui sont a priori moins, on va dire, bankable, quoi, qui vont être un peu plus spécifiques. Et à Monumental, j'aurais envie de faire un peu ça. Je sais que Laurence d'Arabie, même s'il est moins identifié dans la cinéphilie contemporaine tel que le film le mérite, c'est une offre assez bankable. Et l'idée de cette case de programmation là, ça sera aussi d'amener du coup un public qui sera habitué à venir sur ces séances là sur des propositions qui seront sûrement moins attirantes a priori. Je pense surtout à des films plus anciens des fois, ou à des cinématographies ni françaises ni américaines. Donc là, ça c'est un peu comme ça que moi je vois en tout cas ces programmations là. Je peux faire aussi ce que j'appelle des one shots, c'est-à-dire comme hier, là on enregistre en avril, on a fait un double programme Japan Horror. J'ai déjà fait quelques doubles programmes comme ça, c'est des doubles programmes un peu avant-première. C'est en lien avec l'actualité, les films sont réédités. Je dis il faut événementialiser ça. On peut pas balancer ces films-là uniquement en programmation classique à plusieurs séances par semaine ou par jour. On va créer l'événement à travers un double programme accompagné avec un discours critique, historique, et pour vraiment créer l'événement, c'est ce qui me paraît hyper important pour faire vivre un cinéma qui a de plus en plus de mal à vivre en salle, celui de patrimoine, quoi. Comment vous choisissez les films qui sont programmés lors de ces séances spéciales ? Nous, à l'Arvor, on est programmé. On est programmé par un organisme qui s'appelle Ciné-Diffusion, qui est un organisme rennais, hein, qui a été longtemps basé à Cesson, qui est à Verne désormais, et qui gère en termes d'exploitation aussi le réseau Cinéville. Donc pour parler un petit peu de ce qu'est une entente de programmation, c'est les salles peuvent déléguer leur programmation à cet organisme-là, ça coûte moins cher, bon voilà, il y a des arrangements financiers qui sont trouvés pour qu'ils soient rétribués. Et nous, en fait, moi pour des négociations avec les distributeurs, c'est relativement simple, c'est que moi je demande à Ciné-Diffusion, à Marie, notre interlocutrice, si le film est disponible. S'il y a des ayants droit, il y a deux facteurs hyper importants. S'il y a un ayant droit et s'il y a un support de projection. En l'occurrence, est-ce qu'il y a un DCP qui est donc le support pour la programmation des films. Moi, j'ai tendance à refuser quand on me propose une copie 35 mm parce que les copies de 35 mm auxquelles nous on a accès en tant que salle classique, c'est-à-dire ni festival ni cinémathèque, ce sont des copies 35 mm d'exploitation qui ont déjà beaucoup vécu, qui sont pas dans un très bon état. Donc en fait, en général, je dis non et j'attends que les films soient... La difficulté, c'est donc, est-ce qu'il y a un DCP des films ? Par exemple, moi, j'aimerais bien pouvoir montrer en salle Die Hard 3, Une journée en enfer. Il n'y a pas de DCP de ce film-là, donc la copie 35 qui est dispo doit pas être dans un très bon état, donc je le ferai pas. J'attendrai que le film soit numérisé. Mais ça se passe un peu comme ça, en tout cas pour l'organisation en termes techniques, enfin en termes pour la projection. On le sait, la salle de cinéma se vieillit. La moyenne d'âge au sein de la salle augmente d'année après année, et particulièrement le cinéma d'arrêt d'essai. Comment aujourd'hui vous pensez que le cinéma Arvor, mais le cinéma en général, peut réussir à nouveau attirer les jeunes dans les salles ? Ça c'est un constat, moi en tout cas, que je fais depuis très longtemps. Je suis assez content que ça transparaisse un peu dans le débat public et que ça soit pris en charge aussi par les institutions, et notamment le CNC là, qui fait des tas de fonds d'aide pour la destination d'un jeune public, les 15-25 ans là. Parce que c'est effectivement un truc que j'ai remarqué au fur et à mesure où je travaillais à l'Arvor. Moi j'étais étudiant en cinéma au tout début, fin 90, début des années 2000. Je me souviens qu'en étant étudiant en cinéma, mais même en étant étudiant tout court, la fréquentation des cinémas pour la plupart des étudiants était un loisir absolument immanquable. On avait beaucoup de jeunes en salle. Au fur et à mesure, dans les années 2000 et particulièrement dans les années 2010, je me suis dit, mais c'est incroyable, où sont passés les étudiants à l'Arvor ou au TNB où j'allais. On les voyait pas. On les voyait plus, et c'était effectivement un constat assez costaud. Après, on sait que, par exemple, dans les cinémas généralistes, type Gaumont pour prendre Rennes, c'est très jeune. Voilà.
il y a une concentration, il y a un public jeune sur un tout petit nombre de films, qui seront les gros blockbusters ou classiquement, quoi. Donc moi, comment je visage le truc de façon un peu complexe, c'est-à-dire qu'à la fois je me dis effectivement on est dans un changement civilisationnel qui fait que ce pourquoi aussi les jeunes peuvent venir moins au cinéma, c'est qu'ils sont tout à fait eux en prise avec les évolutions technologiques, et qui fait que pour voir un film, la salle est un moyen parmi d'autres, que donc du coup se déplacer en salle ne va plus de soi, parce que si on veut voir un film, on peut aussi rester chez soi pour le voir. Ça crée aussi une crise de désir sur les films. Je pense que par exemple, moi je pense beaucoup que si les petits films d'art essai spécifiques qui font de moins en moins d'entrées, ils en font moins, c'est aussi à cause de ça. C'est-à-dire que maintenant on peut toujours se dire, et ça c'était un réflexe qu'on ne pouvait pas y avoir il y a 20 ans, c'est que même si on a entendu parler d'un film, si un bouche à oreille est bon sur un film, je prends un exemple, La Légende du Roi Crabe, qui est un des derniers films qu'on a passé, qui n'a pas marché ici, que moi j'ai trouvé exceptionnel. Ce film-là, même s'il y a un bouche à oreille qui peut être bon, si on va tomber sur des articles ou un podcast qui en parle, qui en dit du bien, quiconque se dira ouais tiens, j'irais bien le voir. Mais en fait, il n'ira pas parce que de toute façon, il pourra toujours se dire, consciemment ou inconsciemment, de toute manière, si je veux voir ce film, je pourrais le voir à un moment. Il y a 20 ans, cette réflexion-là, on ne pouvait pas se la faire. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, si un film passait en salle, on allait le voir parce qu'il y avait des grandes chances qu'on puisse plus jamais le voir. En tout cas, consciemment ou inconsciemment, on savait que si le film passait en salle, c'était le seul moyen de le voir à un moment, c'était ce moment-là, et pas à un autre moment, parce qu'il y avait 6 chaînes, quelques chaînes de câbles, le DVD commençait juste son développement et Internet existait à peine. Donc voilà, pour voir un film, la salle de cinéma était centrale. Donc ça c'est, je pense, à cause sûrement de ces nouveaux basculement sociétal en termes de consommation culturelle, qu'il y a probablement une concentration, et ça c'est valable que ce soit en art et essai ou dans les films, les cinémas généralistes, une concentration des entrées sur un très petit nombre de films. C'est-à-dire que en termes de blockbusters, ça on le voit bien, on parle de 2 ou 3 cartons par an, 4-5 cartons par an, voilà, la Batman dernièrement, beaucoup d'autres films, un peu films américains mais moins milieu de gamme, pareil, ne marchent beaucoup moins qu'avant. En art essai, c'est pareil, on a les blockbusters de l'art essai, tous les auteurs que je signalais, les Brisés, les Guédiguian et tout ça, ça marche à fond. Les plus petits films marchent beaucoup moins. Parce que c'est des films aussi qui d'un coup font événement, et du coup les gens s'y déplacent en masse, que ça devient un événement culturel. Voilà, on va avoir Batman, on va avoir le nouveau Brisé dernièrement, voilà, ça fait événement culturel, on y va. Pour revenir un peu à ta question sur le truc des jeunes, moi je pense aussi, pour parler que de la fréquentation des salles art et essai par un public plus jeune, moi je pense que pendant les années 2010, ou même un petit peu avant, pendant les années 2000, tous les films qui étaient labellisés art et essai, moi, me paraissaient globalement pas très bons. Et en tout cas, pas très bons. Et surtout, une autre chose, ils n'étaient pas très à même de prendre la température d'une société ou d'une classe d'âge qui serait la classe d'âge des jeunes. C'est-à-dire que quand on fait le décompte depuis 15 ans des auteurs qui seraient apparus, qui auraient eu une importance pour des jeunes cinéphiles, moi j'en vois pas beaucoup en fait. Je vois Xavier Dolan éventuellement, qu'importe ce qu'on pense du bonhomme, moi j'aime pas trop son cinéma, mais clairement c'était le seul auteur dont on passait des films dans les années 2010, apparu du coup fin des années 2000, qui a mobilisé l'intérêt d'un public plus jeune, cinéphile ou non, mais en tout cas un public relativement large. C'est le seul qui faisait événement culturel un petit peu. Moi je pense que l'histoire du cinéma, c'est une histoire de l'art, que dans n'importe quelle histoire de l'art il y a des âges d'or. Et s'il y a des âges d'or, il y a des âges de plomb. Et je pense que les années 2010, en termes d'offres audiovisuelles, le cinéma a été supplanté en termes de fenêtres sur le monde par d'autres médias audiovisuels, et principalement la série télévisée. Et c'est la série télévisée qui probablement a mobilisé toute l'attention culturelle d'une génération pendant une décennie. Ce que je constate moi depuis 2 ou 3 ans, confinement compris, c'est que ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait un retour du cinéma en force en tant qu'art majeur dans la pratique culturelle des publics plus jeunes. C'est-à-dire que la série va s'effondrer sûrement,
ou en tout cas va arriver à une sorte de vitesse de croisière où il y aura des bons films, des bonnes séries de temps en temps, mais ça va quitter cette sorte d'âge d'or dans lequel il est depuis quelque temps, et que le cinéma pourrait très bien revenir en force à travers l'apparition de différents auteurs. Et je pense qu'il y a plusieurs films comme ça. Il y a une année par exemple où il passait Parasite sortait, Les Misérables sortaient, il y a eu Portrait de la jeune fille en feu, que des films qui d'un coup ont bien marché et ont réussi à mobiliser un public jeune. Et je me dis, je l'avais vu comme un signe, moi à l'époque, à cette époque-là, de me dire, ça se trouve, ça va revenir. On va avoir une sorte de retour du cinéma, de l'art cinématographique, comme art assez important, enfin pas assez important, mais en tout cas à même de susciter l'intérêt d'un public plus jeune. Parce que effectivement, moi c'est peut-être un constat très personnel, mais je me disais, moi pendant 10 ans, les films, tout compris d'ailleurs, je les trouvais pas très bons pour moi-même qui approchait de la quarantaine, et je me disais, mais comment un jeune pourrait être intéressé pour aller voir le dernier Téchiné, le dernier Jacot, le dernier ou d'autres auteurs des films grisaux naturalistes français qui étaient labellisés RSC. Je me dis, mais il a aucun intérêt à aller voir ça. Enfin, pourquoi il irait se faire chier à voir ce truc-là? C'est déjà du vieux cinéma. C'est déjà une forme de cinéma qui était de la queue de comète d'une esthétique qui datait des années 90 et qui était beaucoup moins, en tout cas, vivifiante que quand il apparaissait, cette forme-là. Donc voilà, après moi c'est aussi, je pense que c'est un facteur assez important de la désertion des jeunes sur le cinéma RSC spécifiquement. C'est aussi le fait que le cinéma était pas trop en prise avec son temps. Oui, comme tous, on a vu. Moi, je suis assez bien placé pour voir l'évolution de l'Arvor et de son public. C'est vrai qu'en journée, on a plus de personnes disponibles, et aujourd'hui disponibles, c'est les personnes seniors, éventuellement les étudiants ou les demandeurs d'emploi. Donc, c'est vrai que si vous venez l'après-midi, vous avez l'impression que c'est un peu vieillissant. Maintenant, le soir, ces personnes-là ont du mal à sortir, donc on a un autre public. Bon, je dirais, on a une autre tranche d'âge. On était plus sur des 40-60, parce que c'est certain, les jeunes parents notamment, il y a eu toujours la rupture inévitable, ça fait partie, je dirais, des parcours de cinéphilie. C'est qu'à un moment, quand on a les enfants jeunes, on prendra difficilement de babysit pour venir au cinéma, parce que c'est aussi un coût. Je peux l'entendre, je peux le comprendre, mais on propose aussi, il faut le savoir, des projections à partir de 3 ans. Donc les parents qui veulent revenir au cinéma, je les invite à accompagner leurs enfants sur des programmes appropriés, bien sûr, d'une durée de 40 minutes, des courts-métrages, avec une attention aussi sur le son, sur le son du film. Donc essayer aussi d'éveiller les plus jeunes, ça c'est notre rôle aussi à travers ces séances, mais aussi les dispositifs d'éducation à l'image où nous recevons des collégiens, des lycéens et des écoles primaires. C'est aussi, on a le dispositif Pass Culture, donc qui permet aussi aux plus jeunes d'avoir un budget pour acheter leur place. Et puis on a aussi cette année développé les actions en direction des 15-25 ans sur des tarifs préférentiels en lien avec le Centre national de cinématographie qui nous a invités justement à présenter un certain nombre d'actions pour toucher ces jeunes qui peut-être viennent moins. C'est vrai est-ce que nos places à essai, ça dépend des films, c'est toujours pareil. On a des films où on va avoir des jeunes, d'autres des moins jeunes. On a des films où on va avoir tous les publics. C'est aussi le film qu'on peut proposer. On voit aussi sur certains films événements, on a des jeunes qui viennent. Je trouve qu'ici on a gagné un peu quand même à élargir à notre public. Maintenant, c'est vrai que le confinement fait mal. Ça, il faut pas le nier, il faut pas le négliger. Il y a des jeunes, mais des moins jeunes aussi, qui ont une rupture avec le cinéma. C'est aussi comment les refaire venir dans nos salles. C'est ça un peu l'enjeu. C'est aussi ça le défi des semaines ou des mois, voire années à venir. On sort tout récemment d'une pandémie. Tout du moins, on l'espère, sur la fin de cette pandémie. Quel impact a-t-elle eu concrètement sur les salles de cinéma, sur l'exploitation des films, sur votre travail en général en fait? Ça c'est des façons, on a une réflexion, l'Arvor comme d'autres salles comme les nôtres et d'autres cinémas aussi sur le territoire national. On sait depuis quelque temps qu'il faut aussi proposer
autre chose qu'une simple séance. Donc d'où la politique d'animation assez importante ici, mais comme d'autres cinémas. Donc pour créer aussi du lien, pour créer aussi de l'animation. On savait avant la pandémie, la présence des plateformes était aussi un concurrent actif, mais le cinéma, l'histoire du cinéma aussi a été traversée par des confrontations avec des nouvelles technologies. Je pense à la télé, au DVD, à la VHS, aux chaînes privées et maintenant aux plateformes. On le savait, mais c'est vrai que la pandémie a été assez violente et a plutôt, je ne sais pas encore, j'ai entendu que l'autre jour Netflix avait perdu des abonnés. Est-ce qu'on doit s'en réjouir? J'en sais rien. Peut-être d'autres qui ont gagné aussi, donc l'un dans l'autre, les abonnés des plateformes sont toujours aussi nombreux. Toujours est-il, je pense qu'on est dans un phénomène de passagers aussi. On aura autre chose peut-être dans 10 ans, que les gens aussi à un moment, ils vont payer les abonnements, puis ils vont se rendre compte, tiens, finalement je ne regarde peu, donc on va peut-être lâcher aussi l'affaire, faire des choix, faire des tris. On a envie peut-être de ressortir aussi. Donc la pandémie nous a un peu confinés, comme on disait, nous a un peu cloîtrés. Il y a des gens qui ne sont pas sortis, ça c'est clair. Il y a aussi, je dirais qu'on était aussi intoxiqués dans le bon sens du terme avant. On avait des réflexes, je dirais, naturels d'aller au cinéma, d'aller au festival, d'aller au stade ou autre, d'avoir une vie de loisirs assez importante. Puis tout d'un coup, on est désintoxiqué, on ne sait plus, on a perdu cette espèce de drogue qu'on avait. Maintenant, il faut, regoûter, redonner du plaisir, et les cinémas comme les nôtres font partie ont des démarches sur la communication, sur l'animation. C'est des postes qu'on ne trouvait pas avant dans nos salles, donc le cinéma a évolué aussi. Je dirais, on est un peu comme un petit centre culturel, comme on peut trouver ici à Rennes, avec différents services de relations avec les publics, de relations avec les scolaires, de relations avec le jeune public, et voilà, des outils aussi autant que se peut, d'avoir des mailing lists, d'avoir des newsletters, des applis, toute la batterie de la communication. Et encore, est-ce que c'est suffisant? Je ne sais pas, mais bon, tout j'ai dit, on essaye de réfléchir, de se donner les moyens pour aller chercher, reconquérir les publics et les fidéliser. En fait, j'ai envie de dire, il y a pas d'impact, moi. C'est-à-dire, effectivement, il y a eu un impact en temps de confinement, en termes techniques, en termes d'accessibilité aux salles, en termes de masques obligatoires, en termes de passe vaccinal, ça c'est clair. Bon, c'est un impact, il y a un impact sur les entrées. Moi, j'ai envie de dire, l'épidémie du Covid, en termes de changement, en termes des fréquentations du public, elle a juste accéléré des tendances qui étaient présentes auparavant. Tout ce dont je viens de parler un petit peu, c'est-à-dire désertion des jeunes, concentration des entrées sur un tout petit nombre de films, voilà. C'était des tendances qui étaient là. Et effectivement, tout comme les plateformes de SVOD, l'augmentation elle datait déjà d'avant le Covid, et ça s'est accéléré pendant cette période-là, c'est-à-dire le repli sur soi dans l'espace domestique pour la consommation culturelle. Consommation en tout cas de films pour ce qui nous concerne. Moi, après, effectivement, on voit qu'il y a une baisse de fréquentation et compagnie, on peut estimer que là, on est en sortie des confinements et compagnie, donc peut-être que le public va revenir peu à peu. Si on estime que cette baisse-là est due au fait que les gens, c'est à cause du confinement qu'ils sont plus venus. Moi, je pense que c'est juste une accélération et qu'il faut pallier, mais de toute façon, on y serait venu, Covid ou pas, à cette situation, à mon sens. C'est pas le Covid qui a créé ça, ça a juste accéléré des tendances qui étaient déjà présentes. Donc les enjeux après là-dessus sont divers pour revenir ou remobiliser les gens sur le cinéma dans son écrin principal qui serait la salle de cinéma. Mais par contre, en termes de changement, effectivement, en termes professionnels, oui, ça a été compliqué de toute façon de dire les masques, les passes sanitaires, c'est super chiant, plus les tensions que ça peut créer et tout, c'est super chiant, et ça crée en plus de la
de la friction dans l'accès à la salle de cinéma. On sait que là en ce moment ce que tous les marketeurs essayent de faire, ou tout ce que les plateformes de SVOD essayent de faire, et tous les gros industriels, c'est qu'ils veulent éliminer tout phénomène de friction entre la désir d'un consommateur et la satisfaction de ce désir-là. On voit Netflix comment ça fonctionne. Par exemple, Netflix, le générique il a à peine commencé depuis 1 minute, que voilà, directement il nous balance sur un autre truc qui sera soit l'épisode suivant, soit une suggestion ou je sais pas quoi, tout pour en fait que l'expérience soit le plus fluide possible, la plus simple possible. Ils mettent énormément de thunes pour que leur logiciel soit le plus simple d'accès possible. Tout ça pour éliminer justement tout ce qui serait ce qu'ils appellent la friction entre le désir et la satisfaction de ce désir-là. Nous, en étant un lieu où il faut se déplacer, où en plus avec la pandémie il y avait des contraintes supplémentaires, passe vaccinal, masque et compagnie, nous on est dans un domaine où la friction elle est énorme, quoi. Enfin, on a plein de friction, quoi. Donc après voilà, nous de toute façon fatalement, et nous c'est ce qui pourrait être une faiblesse, nous on veut le transformer en force, on est une sortie, voilà. On est une sortie, on sort au cinéma, on fait la démarche, on voit un film, on a envie de le voir, le trajet pour aller dans cette salle c'est une montée du désir, et on voit le film, et voilà. Moi, pour moi, c'est une profonde croyance que j'ai dans cette chose-là, et il faut pas éliminer les frictions entre justement la création d'un désir et sa satisfaction. En fait, au contraire, le désir il n'existe pas s'il monte pas, et il faut créer ce désir-là. Donc après c'est beaucoup d'enjeux assez passionnants sur lesquels bosser, nous, mais en tout cas il faut surtout pas suivre le modèle qui va être dominant et qu'il existe dans son coin et tout ça. Nous on sera un autre modèle, voilà, et on fera en sorte que voilà, de recréer une envie de revenir dans une salle. Une dernière question avant de conclure ce reportage en immersion au cinéma Arvor. Une nouvelle décennie s'est ouverte il n'y a pas longtemps, avec son lot d'incertitudes, avec un paysage cinématographique qui ne cesse de changer sur plein d'aspects. Comment vous voyez l'avenir, en tout cas la prochaine décennie, pour le cinéma Arvor, mais peut-être plus globalement pour le cinéma d'arrêt d'essai en général? À la fois c'est un label, hein, c'est donc un décret qui a été donc institué après la guerre. Je ne serais peut-être pas assez précis là-dessus. Toujours est-il que quand vous voyez des fois le Gaumont qui est pas considéré comme un cinéma d'arrêt d'essai, d'auteur, défend aussi une cinématographie qui est aussi la nôtre, hein. Donc je pense qu'aujourd'hui on a peut-être une lecture, je dirais moins classé. On va dans un cinéma. Nous, est-ce que les gens qui viennent ici, ce serait bien de leur poser la question, est-ce que vous avez l'impression d'être dans un cinéma art et essai, sachant qu'on a beaucoup de nos films qui sont aussi en confrontation dans l'établissement des Gaumont. Donc le Gaumont est aussi un concurrent actif, et aussi sur ce domaine-là, pas sur tous les films, hein, mais c'est vrai que on se doit d'être aussi porteur de films forts, parce que il faut savoir que 10 à 12 films comprennent 50% de notre fréquentation. Donc quand vous faites 120 000 entrées, vous avez 60 000 spectateurs qui sont venus voir 10 à 12 films, qui sont aussi présentés au Gaumont. Bref, le cinéma de demain, voilà, moi je pense qu'il faut aussi être proche des spectateurs, de proposer d'autres choses aussi demain. Je n'ai pas encore peut-être des séries, peut-être de provoquer, de faire venir. Voilà, j'ai pas c'est aussi les films, c'est les films qui conditionneront peut-être l'avenir aussi avant tout du cinéma. On parle aussi de cinéma, enfin de manifestations hors film, comme des rencontres, comme du théâtre filmé, comme des expos, machin. Est-ce qu'on doit aller là-dedans? J'en suis pas sûr, mais voilà, c'est avant tout le film qui va conditionner comment la fréquentation et faire venir les spectateurs de demain. Je pense que j'ai déjà un peu répondu tout à l'heure. Moi, après, on a des motifs d'inquiétude, de toute façon. Moi, je m'inquiète surtout
pour la diversité, en fait. C'est le peu d'appétence d'un public pour les propositions les plus minoritaires m'inquiète, quoi. C'est-à-dire que bon, je m'inquiète pas pour les Dolan, les Brisés, tout ça, qui font venir du monde, les Loach, les Moretti, ça fait venir du monde, voilà. Siama fera venir du monde et tout, mais je m'inquiète du peu d'appétence pour cette sorte de diversité qui fait que, comment vont arriver les nouveaux auteurs de demain? Comment ils vont pouvoir éclore si personne ne va les voir, si du coup le cinéma, en tout cas la cinéphilie, devient uniquement réservé aux stricts cinéphiles, c'est-à-dire à ceux qui vont, les 5 personnes sur les 2 personnes sur 100 qui vont tout voir et qui en parlent à leurs congénères qui sont 5000 en France et qui lisent les mêmes revues qui ne sont liées que par eux. Là, ça va devenir un peu inquiétant. Comme je disais, moi j'ai des motifs d'espoir parce que je pense que voilà, le cinéma c'est aussi c'est un art qui a besoin d'un public assez conséquent, et on a vu des films arriver qui étaient des films, des expériences esthétiques intéressantes, en prise avec leur temps et qui ont rencontré leur public. Donc moi c'est des vrais motifs de satisfaction, parce que j'en ai d'autant plus que, comme je le disais, dans les années 2010, j'avais pas ces motifs de satisfaction là, pas du tout. Je trouvais pas ce qui pouvait vraiment faire sens par rapport à cette problématique là. Après voilà, il y a plein de différentes problématiques. Là, nous, on va avoir besoin d'être un lieu de vie en plus d'être un lieu de projection. À l'Arvor, on n'a toujours pas de ciné-café, mais il va falloir vraiment qu'on s'active pour ouvrir afin de devenir aussi un lieu où, en plus de voir un film, c'est un lieu où on discute de cinéma, où on discute d'autres choses, mais voilà, où c'est vraiment un lieu central de la cinéphilie dans toute de la cinéphilie, j'ai envie de dire élargie, hein, pas des geeks cinéphiles comme moi qui passent leur temps à regarder des films, quoi, mais vraiment de façon élargie, un endroit de cinéphilie au-delà du fait de regarder des films, c'est-à-dire parler des films, lire sur les films, et voilà. Ça, il faut qu'on devienne un endroit comme ça, c'est-à-dire vraiment un lieu de vie, un lieu de vie culturel. J'aime pas trop le mot, mais voilà, c'est un lieu de vie comme ça. Ça va être un vrai enjeu, parce que nos salles, en tout cas les salles à essai, quelles qu'elles soient, ne peuvent plus se permettre, en tout cas, d'être des robinets à images à essai, comme ça a pu être le cas dans les années 90 ou les années 80. Savoir qu'à cette période-là, ces 2 décennies-là, les cinémas d'art essai ont vraiment cartonné, quoi. Enfin, c'est vraiment, le cinéma était assez vivace, et surtout, on était seul sur le terrain, quoi. Les salles généralistes ne s'étaient pas multiplexées encore, elles n'avaient pas beaucoup d'écrans, elles n'avaient pas besoin de les remplir en nous piquant nos films. Donc nous, tous les Woody Allen et Woody Allen, il y a des tas d'autres exemples qui sortaient à cette période-là. Nous, on partageait pas le gâteau, et donc voilà, ça marchait bien. Mais on était un robinet, on pouvait se contenter d'être un robinet à images. Le robinet à images, moi ce que j'entends par là, c'est genre voilà, tu passes ton film 2-3 séances par jour, éventuellement tu fais venir un réalisateur comme ça, et puis t'as pas besoin de te faire chier parce que de toute façon les gens ils viennent. Moi les trucs robinet à images, pour moi là c'est Netflix et les plateformes de SVOD. Nous il faut qu'on événementialise à fond notre programmation, c'est-à-dire qu'on l'éditorialise, on l'événementialise, on fait de la séance unique, on fait venir des gens, on fait du ciné-débat, on fait du ciné-citoyen, on fait de la rencontre avec des critiques, on fait de la rencontre avec des historiens du cinéma, on fait on fait du rédactionnel sur le site, on fait vivre le lieu au-delà pour que la salle de cinéma devienne un écrin et pas juste un robinet qui déverse des images comme un grand flux, parce que le côté flux des images, on voit qu'on vit dedans au quotidien. Donc nous, il faut qu'on s'en extrait pour redonner le temps sur une période de temps, du temps de la projection, que voilà, ça soit pas un temps en plus du flux global dans lequel on est tous pris. Ouais, c'est un peu ça les enjeux, je pense, des salles de cinéma d'art essai de façon en particulier. Je pense que les salles généralistes seront confrontées peut-être à une problématique relativement similaire très vite. Le Gaumont a tendance à éditorialiser de plus en plus sa programmation aussi. Ils font des séances de patrimoine, ils font pas mal de choses aussi. Donc je pense que ouais, c'est des vrais enjeux. Ce soit assez excitant, je trouve, quoi, parce que c'est un vrai changement. Il y a du mauvais, c'est très dangereux, mais en même temps, ouais, il y a plein de choses à faire. Ouais. Merci Eric, merci Antonin d'être venu pour ce numéro spécial de l'apéro ciné. Je rappelle à tous les auditeurs et les auditrices rennaises que vous pouvez vous rendre au cinéma Arvor au 11 rue de Châtillon à Rennes. C'est juste à côté de la gare, accessible avec tous les moyens de transport en commun disponibles. Merci au cinéma Arvor de nous avoir accueillis dans ce magnifique nouveau complexe de salles. Profite de l'occasion pour remercier également tous les salariés
de l'Arvor, car on a eu la chance de vous avoir tous les deux, Eric et Antonin, mais il y a beaucoup de monde qui travaille avec vous et qui permet de faire vivre ce très beau cinéma. Donc je les remercie pour leur travail au quotidien. C'est un véritable plaisir pour tous les cinéphiles de venir ici. Il me reste, pour conclure cette deuxième saison de l'Apéro Ciné, à remercier toutes les équipes de Galaxy Pop pour leur aide. Merci également à Spike et XP pour leur aide au montage sur cette saison. Et bien évidemment, merci à toi qui écoute peut-être pour la première fois, peut-être de manière plus assidue l'émission. C'était un vrai plaisir de pouvoir te proposer ce contenu. Je vous souhaite un été plein de cinéma d'arrêt d'essai, en salle si possible. Il va faire chaud et les salles sont pour la plupart climatisées, donc c'est une bonne occasion d'aller voir du cinéma. Je vous souhaite un bel été de cinéma et je vous dis à très vite. Salut!